Monsieur le professeur Prigogine, je vois un sourire sur votre visage parce que vous avez entendu le petit générique qui introduit notre émission. Je crois qu'on peut le dire d'emblée, vous êtes physicien, mais ça ne signifie pas que vous soyez fermé aux autres joies de l'existence. Mais c'est exact. Je suis physicien et d'ailleurs j'ai donc un diplôme de physicien et de chimiste. Mais en fait, mes recherches m'ont progressivement conduit à m'intéresser également à d'autres disciplines. Parce que je crois que, au fond, la physique, c'est une manière d'essayer de comprendre certains concepts de base, ceux qui déterminent les phénomènes les plus simples, et leur utilité, leur fécondité devient manifeste quand on essaye alors de les appliquer également à des situations plus complexes. Vous n'êtes donc pas du tout partisan du physicien isolé dans sa tour d'ivoire, dans sa discipline Mais je crois que ça dépend de la période de l'histoire de la physique. Il y a des moments où la physique il y avait des moments où la physique venait de remporter un très grand succès, comme par exemple au moment où on a établi la mécanique quantique. Alors il fallait surtout exploiter les nouvelles voies, n'est-ce pas? Il fallait un peu se refermer sur la physique et exploiter ces nouvelles voies. Il y a au contraire des moments où il faut essayer de faire la synthèse de points de vue différents, où il nous semble que ce qui nous manque, c'est peut-être des concepts qui permettraient de faire cette synthèse. Parce que je crois que ce qui est la chose la plus caractéristique de notre temps, c'est que nous voyons des éléments très différents jouer un rôle qui ne semblait pas jouer il y a encore quelques années. Et je pense tout particulièrement au problème du temps et au problème de la structure. Et est-ce que vous ne parlez pas ainsi parce que vous êtes une espèce particulière de physicien, parce que vous êtes un physicien théoricien, et si vous étiez expérimentaliste, vous auriez une autre attitude. Bien sûr, n'est-ce pas, parce qu'un expérimentateur doit tenir compte de ses possibilités, n'est-ce pas, d'expérience, il doit creuser davantage en tenant compte de ce qu'on peut faire à un instant donné. Mais un physicien, un théoricien a le droit, et peut-être même le devoir, de penser à des problèmes peut-être plus généraux et de voir ce qu'il peut apporter. Bien entendu, plus général ne signifie pas devenir superficiel. Cela signifie essayer de tenir compte de la complexité de la réalité en créant des modèles, quelquefois, qui en retiennent certains aspects que l'on pense être déterminants dans le comportement du problème considéré. Dès le début de votre carrière, dès que votre vocation, si on peut employer ce mot, s'est précisée, c'était déjà dans cette direction-là, avec ce tempérament-là, que vous envisagiez votre travail? Mais dès le début de ma carrière, j'étais passionné par le problème du temps. Parce qu'au fond, on peut dire que la physique classique était une physique intemporelle. Une physique qui réalisait dans une certaine mesure un idéal platonicien. Vous savez que la physique de Newton était une physique dans laquelle le temps intervenait, puisqu'on parlait de changement, mais la direction du temps n'intervenait pas. Déjà dans Démocrite, quand Démocrite disait les atomes et le vide, bon, mais où intervient alors le temps? N'est-ce pas? Comme disait Bergson, si deux atomes peuvent se rapprocher, ils peuvent s'écarter. Donc quand vous voulez dire que le temps n'intervenait pas dans ces physiques, ça veut dire que la progression du passé vers le futur aurait fort bien pu s'inverser. S'inverser, exactement. Et en physique moderne également, on parle de lignes d'univers, mais nous pouvons les parcourir dans un sens comme dans l'autre. Or, au fond, tous les développements de la biologie, de la sociologie et même de la philosophie au XIXe siècle est centré sur le concept du temps, centré sur le fait qu'il y a des niveaux de compréhension qui sont acquis progressivement. Le temps joue un rôle essentiel, que ce soit chez Hegel, que ce soit chez Bergson. Or, il se faisait que tout en faisant des études de physique et de chimie, j'ai toujours été passionné aussi de philosophie. Et là, j'étais, dans mon jeune âge, un peu épris, je dirais, de Bergson, par exemple. Mais, je dirais, davantage de la partie critique de Bergson que de la partie constructive. Qu'est-ce qui vous séduisait surtout dans les préoccupations des philosophes ou de certains philosophes? Eh bien, justement, le fait qu'eux insistaient sur le problème du temps. Et dès lors, j'étais sensible à la critique qu'un Bergson ou un Whitehead faisait de la critique du temps dans la mécanique et dans la physique en général, mais je n'étais pas sensible à leur
à ce qu'il voulait, comment il voulait alors obvier à cet inconvénient. Quelle solution proposait-il? N'est-ce pas? Il proposait l'intuition, par exemple, n'est-ce pas? L'intuition. Eh bien, c'était donc, il fallait un autre mode de compréhension. Il fallait que, suivant que nous pensions à l'espace ou au temps, il fallait raisonner autrement. Mais alors, on ne comprenait plus, on ne comprenait pas pourquoi, dans un domaine, nous pouvions réussir, et pourquoi pas réussir dans un autre. Et dans un autre domaine qui était malheureusement le domaine essentiel, celui de la vie et celui de l'humain. Exactement, n'est-ce pas? Et alors, je me suis toujours demandé, et là, j'ai plus tard constaté que je n'étais pas du tout le seul à m'être posé la question comme ça, qu'un Whitehead l'avait posé de la même manière. Si les concepts d'espace et de temps de la mécanique classique et de la physique classique ne correspondaient pas simplement à des situations trop simples et qu'il fallait dès lors avant tout s'intéresser à des situations plus complexes pour voir en quelque manière émerger, pour voir apparaître de nouveaux aspects. Mais à partir de quel moment le monde scientifique, la pensée scientifique a-t-elle vraiment pris conscience de l'importance de ce problème du temps en évolution, du temps réversible ou irréversible? Mais je dirais que pendant très longtemps, on a voulu, dans une certaine mesure, un peu nier ce problème. On se disait, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on puisse tout expliquer à l'aide de la mécanique classique ou de la mécanique quantique relativiste, en pensant à des situations très simples, dans lesquelles justement la direction du temps n'intervenait pas. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile parce que, à la fois, quel que soit le domaine que nous prenions, nous voyons vraiment ces aspects de temps et de structure prendre une importance qu'on ne soupçonnait pas. Si nous regardons la carte du ciel, eh bien, il y a quelques années, tout le monde était impressionné par la régularité du mouvement des planètes, les harmonies célestes, l'harmonie céleste et ainsi de suite. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Des collisions de galaxies, des quasars, des objets qui vivent, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qui ont une évolution. Et la même chose dans les particules élémentaires. Rappelez-vous que Démocrite, n'est-ce pas, que les Grecs avaient introduit le concept d'atome pour exprimer quelque chose d'impérissable, quelque chose de permanent. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Un grand nombre de particules, mais bien entendu avec des vies moyennes de particules stables, qui sont plutôt comme des gouttelettes d'un brouillard, qui s'évaporent, puis se condensent et recommencent. Et non seulement il y a complexité dans la structure et dans le comportement, mais il y a un sens, il y a une direction à ce comportement. Et cela, nous le voyons très bien, justement, dans ces problèmes cosmologiques, dans le problème de l'interaction des particules, où finalement ces interactions arrivent, dans certains cas, à établir un équilibre, n'est-ce pas, entre ces différentes entités. Et alors, bien entendu, nous voyons aussi cet élément de complexité dans des situations comme en hydrodynamique, en biologie. Là, justement, c'est le grand mérite de la biologie moléculaire, que nous avons montré cette finesse de comportement, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, on parlait du protoplasme informe, n'est-ce pas, une gouttelette à l'état colloïdal, et maintenant nous voyons apparaître, n'est-ce pas, toute cette finesse de comportement. Nous voyons quelles sont les réactions chimiques, quel est l'agencement spatio-temporel. Et cela, là, permet d'espérer une analyse, dès lors, aussi plus détaillée de ce qui se passe. Mais dans l'image du monde que se faisaient les anciens, ne remontons pas jusqu'à l'Antiquité grecque, mais pensons par exemple à Galilée ou à Newton un peu plus tard, le monde apparaît, l'univers tout au moins apparaît comme éternel, comme stable et comme descriptible une fois pour toutes. C'est exact. Quoique Newton déjà se rendait compte un peu de la difficulté. Il comparait l'univers à une horloge que Dieu devait de temps en temps venir remonter. N'est-ce pas? Il se rendait compte déjà de cet élément d'irréversibilité, mais qui n'était pas dans ses équations. Et c'est au fond avec la thermodynamique, alors qu'il y a 150 ans maintenant, n'est-ce pas, que l'élément d'irréversibilité est venu vraiment s'insérer d'abord un peu comme un élément étranger dans la physique. C'est le fameux deuxième principe. C'est le fameux deuxième principe. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait en langage clair, en langage quotidien? Eh bien, tout d'abord, je voulais dire, il correspond à une autre manière de décrire le monde. Vous voyez, le mécanicien, l'astronome, il décrit le monde qu'il voit. N'est-ce pas? C'est au fond le regard, n'est-ce pas? C'est la vision, c'est l'astronomie avant tout. Tandis que le second principe a été découvert par les ingénieurs, les physico-chimistes, qui devaient expérimenter. Alors, ils constataient qu'il y avait certaines impossibilités de fait
sans se préoccuper de savoir si c'était des impossibilités de droit. Quand vous prenez de l'eau et de l'alcool que vous mélangez, eh bien, vous formez un mélange. Eh bien, ce mélange ne se défait pas. Il y a là un ordre, n'est-ce pas? Et dès lors, la distinction entre le réversible et l'irréversible. Eh bien, c'est cette distinction entre le réversible et l'irréversible qui est à la base du second principe. Donc, c'est qu'il y a, à côté de la description mécanique qui est purement quantitative, un élément qualitatif. Un élément qualitatif qui est justement ces distinctions entre le réversible et l'irréversible. Et alors, pour introduire cette distinction, on fait appel à une fonction, peu importe le détail, qui se comporte autrement, suivant qu'il s'agit de phénomènes réversibles ou des phénomènes irréversibles, c'est l'entropie. Et l'entropie, alors, croît par suite des phénomènes irréversibles jusqu'au moment où le système atteint son équilibre. Mais le second principe était essentiellement limité à la description de ce mouvement vers l'équilibre, de ce mouvement vers l'égalisation de température, l'égalisation de concentration, c'est-à-dire au fond vers la partie la plus banale de l'évolution, vers l'équilibre où rien ne se passe plus, vers la mort thermique, comme on dit. C'est-à-dire que le devenir normal de tout système, c'est une sorte d'homogénéisation dans la mort, dans l'indifférence. Or, un des problèmes, puisque vous me demandiez tantôt ce qui m'avait toujours intéressé, eh bien, ce qui m'avait toujours frappé, c'est qu'en biologie, et en sociologie, bien sûr, ce n'est pas la situation. Au contraire, là, on avait formulé au même siècle, au 19e siècle, où on a formulé le second principe de la physique, de la thermodynamique en physique, qui est un principe d'oubli des conditions initiales, un principe d'égalisation. Mais dans ce même siècle, on a formulé aussi le principe d'évolution des espèces, le principe darwinien, en bref, n'est-ce pas, ou le principe spencerien, n'est-ce pas, de la division du travail, n'est-ce pas, au fond, de sociétés qui, au contraire, évoluent vers une spécialisation de plus en plus grande. C'était un peu comme si tout ce qui était vivant, tout ce qui était humain, tout ce qui était mental, tout ce qui était psychologique faisait mentir les lois de la physique. Exactement. Dès lors, et ça c'est le problème qui a préoccupé et physiciens, et philosophes, et biologistes depuis 150 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait là une contradiction, n'est-ce pas? Comme l'a dit, je crois que c'est Roger Caillois qui a dit, n'est-ce pas, Darwin et Carnot ne peuvent pas avoir tous les deux raison. C'est pas possible. Mais en fait, la vie, tous les phénomènes de la vie apparaissaient un peu comme un scandale thermodynamique. C'est l'expression qu'on employait d'ailleurs. Qui était une des directions des recherches, et je dirais des recherches de tout notre groupe, pas seulement les miennes, bien entendu, c'était justement d'essayer de voir si l'oubli des conditions initiales, la destruction de structures initiales, était la seule fonction du second principe. Et ce que nous avons, au fond, trouvé, c'est qu'il n'en était pas ainsi. C'est que cela ne correspondait qu'à un des aspects du second principe, ce qui se passait déjà au voisinage de l'équilibre. Donc, si je vous entends bien, contrairement à ce que l'on pense trop généralement, la vie et tous les phénomènes qu'elle comprend ne constituent pas un scandale, une exception, ne nécessitent pas une explication d'un autre ordre, par exemple une explication de nature surnaturelle ou divine. Non, je ne le crois pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne veux pas m'aventurer trop loin, n'est-ce pas, puisque je ne suis pas biologiste. Mais ce que je peux affirmer en tant que physicien, c'est qu'il existe des conditions bien déterminées dans lesquelles des structures peuvent se créer. Spontanément. Et quelles sont ces conditions? Eh bien, ces conditions, c'est une complexité minimale du système. S'il s'agit par exemple de réactions chimiques, eh bien, il faut des rétroactions. Il faut ce qu'on appelle quelquefois en langage plus technique une non-linéarité ou un effet catalytique suffisant. Ce qu'on appelle en cybernétique un feedback. Un feedback convenable. Il faut aussi que le système soit précisément loin de l'équilibre, c'est-à-dire dans des conditions où il dissipe beaucoup d'énergie, où il y a un flux d'énergie qui maintient ces structures. Donc pour parler simple, il faut qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc, prenez une ville. Une ville, c'est une structure dissipative dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il faut bien, pour qu'une ville vive, qu'il y ait une région autour de la ville, n'est-ce pas, qui soit en rapport avec cette ville. Avec des entrées et des sorties. Avec des entrées et des sorties.
Si vous aviez une densité de population trop faible, ben, il n'y aurait pas de ville, bien entendu. Alors ce serait, le seul mode d'existence serait une uniformité. Donc, il faut des conditions de densité, de fonctionnement particulières, bien entendu, et alors, suffisamment loin de l'équilibre, se crée un nouveau type de structure, n'est-ce pas, opposé aux structures habituellement étudiées, qui sont les structures d'équilibre. Donc, si je peux me permettre non pas de simplifier votre pensée, mais de me la raconter à moi-même pour que je la comprenne bien, dans un univers homogène, dans un univers égal, dans un univers gris, si j'ose dire, rien n'a de chance de se produire. Exactement. Par contre, s'il y a des différences, s'il y a des particularités, s'il y a des inégalités, alors là, C'est ça. il est normal Il que est les structures normal. apparaissent. Bien sûr. Les structures ne sont pas des exceptions, Non, ne sont pas des absolument. accidents, Absolument. ne sont pas des miracles. Non, absolument pas. Bien sûr, il y a des conditions particulières. Et ça est très heureux, parce que tout n'est pas mort et tout n'est pas vivant. Donc, le but de la physique, c'est justement de tenir compte de la diversité des situations. C'est de montrer ce qui différencie, n'est-ce pas? C'est une situation de l'autre. Et là, nous avons un point de départ maintenant. Mais ce qui est très curieux, et ce qui est vraiment la surprise, ce qui nous a alors très étonnés, c'est que une fois que ces structures se forment, elles correspondent à un agencement spatial et temporel entièrement neuf. En d'autres termes, la fonction crée la structure. Vous voyez, quand vous entrez dans une usine, eh bien, les appareils ne sont pas disposés au hasard. Quand Non, vous mais c'est regardez l'homme la qui les a cellule... disposés. Pardon? C'est l'homme qui les a disposés. Bien sûr. Ils ne se sont pas disposés tout Bien seuls. sûr, exactement. Mais dans une certaine mesure, si vous prenez la cellule, eh bien, les enzymes, les milliers de catalyseurs ne sont pas disposés au hasard. Le fonctionnement implique une structure spatio-temporelle et vice-versa. Et vous voyez alors apparaître une espèce de, je ne sais pas, d'unité entre le concept du fonctionnement, le problème de la structure et le problème, bien entendu, aussi du passage d'une structure à l'autre à travers des fluctuations. Et je crois que réellement, il faut bien se rendre compte qu'il y a là donc deux types de structures. Le cristal, n'est-ce pas, qui une fois maintenu, une fois créé, se maintient, n'est-ce pas, sans apport d'énergie. N'est-ce pas? Et une fois qu'il est là pour toujours. Il est si éternel, je ouais. m'exprime ainsi, si vous ne le perturbez pas. Il ne demande pas à être nourri. Et par contre, une structure dissipative qui demande un flux d'énergie. Et il ne faut pas penser qu'en fait, ce soit là une observation tellement nouvelle. On en connaissait des structures dissipatives. Mais ce qui est peut-être un neuf, c'est d'avoir insisté sur la généralité des conditions dans lesquelles ces structures peuvent se former. Quand vous Et dites qu'on en connaissait des structures dissipatives, lesquelles par lesquelles? exemple? Eh bien, maintenant, je crois que c'est le meilleur moment d'interrompre notre petite conversation et d'aller au laboratoire voir, n'est-ce pas, comment en créant un gradient de température, vous allez voir des tourbillons naître avec des structures très régulières qui ressemblent aux structures que vous voyez dans les ruches des abeilles, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est une structure dissipative parce que là, c'est le flux de chaleur qui conduit à la formation de ces régularités. Or, il faut se représenter la complexité de ces phénomènes. Il faut se dire qu'on est là en face de millions de molécules, alors qui normalement ont un mouvement chaotique, qui normalement, n'est-ce pas, sont animés d'un mouvement brownien dans toutes les directions. Eh bien, sous l'influence du flux d'énergie, elles prennent un mouvement cohérent. Elles transportent l'énergie de la partie chaude vers l'endroit froid par un mouvement d'ensemble. Un mouvement d'ensemble qui se poursuit pendant des temps macroscopiques. Eh bien voilà un exemple très simple d'organisation spatio-temporelle. Voici un autre exemple qui appartient, lui, au domaine des réactions chimiques, la réaction de Belousov-Jabotinsky, qui est une illustration typique de réaction non linéaire conduisant à une organisation dans le temps ou dans l'espace. L'une des substances intervenant dans cette réaction peut exister sous deux formes différentes, et l'on observe qu'alternativement, l'une des deux formes est présente en plus grande quantité. Ces oscillations de concentration sont aisément visualisées à l'aide d'un colorant
qui passe du rouge au bleu au rythme des variations de concentration. La même réaction de Jaboutinsky-Belouzov, lorsqu'elle se déroule en l'absence d'agitation cette fois, et dans une mince couche de solution, présente également une organisation spatio-temporelle sous la forme d'ondes de concentration. Et nous avons pu vérifier sur des exemples biologiques précis que ces réactions-là fonctionnent au-delà du seuil qui est nécessaire pour les structures dissipatives. Ça, c'est maintenant un fait acquis. En d'autres termes, nous sommes sûrs qu'au moins certaines structures biologiques ou des cycles biologiques importants, comme le cycle de la glycolyse, eh bien, rentrent dans cette catégorie. Donc, si vos observations, je ne vais pas dire sont exactes, ce serait tout de même assez irrespectueux de ma part, mais en nous appuyant sur vos observations, vous parvenez à vous faire une idée de ce qui a pu se passer au début. Au début, au moment où l'univers était une sorte de chaos indifférencié, assez homogène, des structures de ce genre, petit à petit, sont apparues et ont été génératrices de tout le devenir, de toute l'évolution. Bien sûr, n'est-ce pas? Il ne faut pas trop simplifier. Nous ne sommes qu'au début de nos connaissances dans ce domaine. Mais j'ai l'impression que, tout d'abord, on voit donc apparaître cet élément, et je crois que là, c'est un acquis définitif, cet élément de stabilité. Et puis alors, on voit dans cet élément de stabilité les deux pôles dont on parle souvent, la nécessité et le hasard, pour prendre le titre du livre bien connu de Jacques Monod. Eh bien, on voit comment, dans les problèmes de stabilité, ces deux éléments, au fond, coopèrent, au lieu de s'opposer. On voit en effet, au moment de l'instabilité, l'instabilité, c'est une nécessité. Cela correspond à l'état macroscopique. Alors les fluctuations, qui sont inévitables à cause de la structure moléculaire même du système, eh bien, vont conduire vers un nouvel état ou un autre état. Alors là, il y a l'élément statistique, bien sûr. Et alors, c'est cette combinaison d'éléments statistiques et d'éléments déterministes qui permet de concevoir l'évolution, pré-biologique surtout, comme une série d'instabilités, au fond, se greffant l'une sur l'autre. Bien entendu, il faut maintenant préciser ces idées, et là, il y a un effort énorme de rapprochement des points de vue biologiques et physiques qui reste à faire, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros travail à faire qui est d'aller plus loin que la seule observation, de rendre compte de ces phénomènes en les justifiant mathématiquement? Mais justement, et c'est là un domaine passionnant, parce que les mathématiques, c'est au fond un des plus anciens domaines, n'est-ce pas, d'activité humaine. Eh bien, c'est extraordinaire de voir que les mathématiques ne sont encore si peu développées dans certains domaines. Ainsi, nous connaissons bien les mathématiques linéaires. Les mathématiques du 19e siècle, surtout, c'était des mathématiques linéaires. On s'intéressait à des situations où, je prends ici un corps, n'est-ce pas, un volume limité, eh bien, on se donne ce qui se passe à la surface, et on s'intéresse au champ électrique, par exemple, et on démontre alors, en utilisant des équations linéaires, qu'on peut calculer ce qui se passe en chaque point à l'intérieur. Vous voyez, voilà l'exemple de mathématiques linéaires. Mais les conditions d'apparition des structures sont justement l'existence d'interactions non linéaires. Et dès lors, il faut développer des mathématiques non linéaires. Et je dirais que toute l'intuition change, alors complètement. Ainsi, pour les conditions limites données, vous avez très souvent beaucoup de solutions possibles. Vous pouvez passer, suivant l'excitation d'une structure à une autre. Et vous voyez apparaître là, alors, une série d'éléments
de concepts qui sont complètement étrangers aux mathématiques linéaires. Mais alors que deviennent les notions traditionnelles de déterminisme, de causalité, tout simplement? Mais je crois que ces notions subsistent dans une certaine mesure. Mais qu'elles ne sont plus universelles. Mais doivent être complétées. Ainsi, par exemple, si vous prenez ce milieu, un milieu non linéaire de ce type, eh bien, tout d'abord, on voit que ce qui compte, c'est la dimension aussi de ce milieu. S'il s'agit d'un milieu qui est trop petit, il ne pourra pas développer d'autonomie. Dans une certaine mesure, ce qui se passe à l'intérieur est déterminé par ce qui se passe à la surface. Quand vous dites petit, petit par rapport à quoi? Par rapport aux dimensions il y a des des dimensions particules, caractéristiques qui proviennent des réactions chimiques, de la diffusion et ainsi de suite. Il est alors dominé par le phénomène de transport. Mais tandis que quand la dimension s'étend, alors précisément des nouveaux états peuvent apparaître et alors justement on peut passer donc d'une structure à une autre. Donc on voit que l'autonomie est liée aux dimensions, aux réactions chimiques, à toute une série de facteurs. On peut passer d'une structure à une autre, dites-vous. Est-ce qu'on peut prévoir vers quelle structure le système va Dans évoluer? une certaine mesure. On peut, dans une certaine mesure seulement, parce qu'il y a justement le fait que nous sommes amenés à décrire macroscopiquement les choses. Or, même si nous acceptons que sur le niveau microscopique, il y a un déterminisme qui est le déterminisme classique ou un déterminisme quantique, ce n'est pas à ce niveau que nous nous plaçons quand nous parlons de ces phénomènes. Parce que nous nous plaçons à un niveau qui englobe énormément de particules. Nous nous plaçons déjà à un niveau macroscopique. Et au niveau macroscopique, il y a un élément statistique qui apparaît. Et cela se voit très bien quand vous regardez, par exemple, le fonctionnement du cerveau. N'est-ce pas? Peu importe que les électrons qui font partie des molécules du cerveau obéissent aux équations déterministes ou non, le mode de fonctionnement du cerveau, le mode d'interaction entre les neurones introduit un élément stochastique, un élément statistique. Un élément stochastique, un élément de hasard qui résulte de la complexité même du système, de la et du type d'interaction et de la non-linéarité notamment des interactions. Et notre incapacité à prévoir avec exactitude l'évolution de tout le système dans ses moindres détails, c'est une incapacité provisoire ou c'est une incapacité fondamentale? Non, je crois que c'est une incapacité fondamentale. Fondamentale en ce sens qu'il y a là presque comme une contradiction dans les termes. Ou bien nous devons retourner à la description moléculaire et atomique, dans laquelle il y a peut-être une description déterministe, mais alors, ce n'est pas dans ces termes que se pose le problème. Vous voyez, ce n'est pas dans ces termes que se pose la description de ce qui se passe dans le cerveau. Ce n'est pas dans ces termes que se pose la description des réactions chimiques et ainsi de suite. Mais, ou bien nous devons nous placer au niveau où ces phénomènes se passent, et alors nous avons des équations non linéaires avec des bifurcations, avec des éléments de fluctuation et ainsi de suite. De sorte que, je voudrais résumer ma pensée en disant que c'est une combinaison subtile de déterminisme et d'éléments statistiques. Mais cette espèce de compromis, est-ce qu'il n'avait pas déjà choqué de très grands esprits? Je pense à Einstein lui-même, on cite souvent cette phrase « Il n'est pas possible que Dieu joue au dé ». Est-ce que ce n'était pas un étonnement devant cette contradiction ou cette espèce de situation dialectique entre déterminisme d'une part et statistique d'autre part, qui effrayait Einstein? Mais Einstein faisait, au fond, allusion, n'est-ce pas, la phrase d'Einstein que vous citez, fait allusion à tout à fait d'autres aspects, n'est-ce pas? Elle fait allusion à l'aspect statistique de la mécanique quantique, n'est-ce pas? Alors, en somme, Einstein s'étonnait là de ce que, au niveau même, disons, de la description des phénomènes élémentaires, il y ait des éléments statistiques qui apparaissent. Mais cela, je dois dire, tout d'abord, il faut bien dire que dans l'état actuel, c'est notre seule manière de décrire ces phénomènes, bien sûr. Il est possible que dans la suite, on retourne dans ce domaine-là à un déterminisme plus orthodoxe. Là, vous seriez moins affirmatif que tout à l'heure. Il y a, me semble-t-il, peu de chance. Il y a peu de chance, et je crois qu'il y a de moins en moins de chance. C'est parce que, vous voyez, Einstein, dans une certaine mesure, avait cette idée qui a guidé d'ailleurs l'homme pendant des millénaires, c'est que le microscopique est simple.
Donc le monde nous apparaît comme compliqué. Parce non, qu'il est... ben oui, parce qu'il est fait de beaucoup d'éléments. Mais que si nous pouvions penser aux éléments individuels, aux particules, aux atomes, n'est-ce pas, aux électrons, aux protons, eh bien, là, nous aurions un monde simple, un monde dans lequel, justement, toute cette statistique inévitable, dans un monde complexe, disparaîtrait. Mais nous ne pouvons plus partager actuellement, en tout cas, cet optimisme. Au contraire, le monde semble devenir de plus en plus complexe quand on va de plus en plus loin dans le microscopique. N'est-ce pas? Dans le microscopique, de nouveau, chaque particule élémentaire semble être plutôt le résultat d'interactions très complexes. Et alors, disons, l'exigence que là, les lois déterministes soient de nouveau rigoureuses, nous paraît de plus en plus un peu gratuite, n'est-ce pas? Un peu difficilement acceptable dans l'état actuel de nos connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet de perspective? Je dirais, plus on s'éloigne de notre échelle humaine, plus les phénomènes deviennent difficiles à comprendre parce que plus ils sont éloignés de nous. Mais je crois que c'est vers là qu'on tend actuellement. Et c'est là un certain bouleversement. Parce que, justement, il y a encore 20 ou 30 ans, on aurait pris une attitude très différente. On aurait pensé que, comme je le disais, que le monde se présentait, comme l'a dit dans une conférence Feynman, comme une immense partie d'échecs, n'est-ce pas? Alors, chaque coup obéit à une règle simple, mais c'est parce que c'est si difficile de dominer tout le paysage, en quelque manière. Dans une illusion comme celle de Laplace, par exemple. Oui, exactement. Et c'est là, évidemment, que nous arrivons à un point très délicat, en fait, n'est-ce pas? C'est parce que le point de vue de Laplace, le point de vue d'Einstein, ce sont des points de vue dans lesquels, au fond, on parle d'une nature extérieure, n'est-ce pas, à l'homme, d'une nature que l'homme peut décrire un peu comme Dieu pourrait décrire cette nature, un peu d'une tentation de la vision de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais cela, c'est aussi très difficilement acceptable aujourd'hui. C'est ce que vous avez appelé l'ancienne alliance dans un travail. C'est ce que j'ai appelé, oui, dans un travail récent, l'ancienne alliance. Où l'homme se met à la place de Dieu. Mais oui, dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Parce que cela correspond... De ce Dieu qui devait remonter l'horloge de Newton. De l'homme extérieur. Et bien entendu, il faut dire que d'un côté, cette ancienne alliance, cet appel à la rationalité, au fond, n'est-ce pas, de Dieu, dans une certaine mesure, l'idée que l'homme a une position particulière, un peu intermédiaire entre Dieu et la nature, n'est-ce pas, qu'il décrit, mais qu'il décrit aussi un peu la nature de l'extérieur, a été, au fond, parallèle avec un renouveau extraordinaire. Mais ce renouveau contenait aussi des contradictions. Parce qu'en fait, qui sommes-nous pour dire que le monde est fait d'atomes et du vide, alors que sommes-nous dans ce monde, n'est-ce pas? Quelle est notre place? Et alors, c'est là, au fond, une interrogation qui conduit inévitablement à un concept d'aliénation de l'homme, n'est-ce pas? Alors, finalement, la science devient une espèce de mode d'aliénation de l'homme. L'homme se met hors de la nature pour pouvoir la décrire. La nature devient peut-être aussi comme une espèce d'esclave de l'homme. Et si je vous entends bien, c'est parce que l'homme se met, comme Dieu, en dehors de la nature pour la décrire et pour la comprendre, qu'il est tombé sur cette ambiguïté insoluble que vous décriviez tout à l'heure, entre d'une part la thermodynamique, par exemple, et l'évolution. Exactement. Et vous comptez résoudre cette difficulté si l'homme se replace dans la nature. Exactement, parce que c'est en pensant précisément à une divinité ou à une situation comme celle du démon de Laplace, n'est-ce pas, et aussi le point de vue d'Einstein, qu'on est tenté de nier le temps, parce que pour Dieu, le temps ne peut pas être là, parce que pour le démon de Laplace, il n'est pas là, puisqu'il peut toujours tout prévoir. Mais nous, si nous nous sentons intégrés dans une certaine mesure dans la nature, pour nous, le temps est réel. Et dans ces conditions, la situation épistémologique dans laquelle nous voulons nous placer est très différente. Et je crois que c'est là un point essentiel. Parce que si vous acceptez l'ancienne situation épistémologique, vous êtes nécessairement conduit à ce sentiment d'aliénation
de l'homme. L'ancienne attitude épistémologique, donc de critique de la connaissance, qui considère la connaissance comme un tout, écrit une fois pour toutes, et à la découverte duquel l'homme peut partir. C'est bien cela. L'homme lit la nature comme il lirait un livre. C'est ça. Un livre qui est donné, là, qui est déjà devant écrit, lui. Qui est déjà écrit. Qui est déjà écrit. Tandis que vous pensez que l'homme doit écrire le livre. Oui, il fait partie du livre. Et il fait partie du livre, et il le lit et il l'écrit en même temps. C'est exact, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a un phénomène d'imbrication, n'est-ce pas? Et vous voyez, ces sentiments d'aliénation, je trouve qu'il est admirablement décrit dans le livre de Monod, par exemple, quand il dit il faut que l'homme, tel un cigane, seul dans l'univers, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Reconnaisse qu'il est seul dans l'univers. Ça, vous avez montré que, curieusement, ce désespoir, cette amertume de Monod devant la place de l'homme dans l'univers, Monod qui est un croyant, rejoint, curieusement, une amertume analogue chez Pascal, qui lui était un grand mystique. Exactement, n'est-ce pas? Et tout cela correspond justement à cette espèce de distance que l'on prend, n'est-ce pas? Or, cette distance, la science classique nous forçait presque à la prendre, parce que la vie, les situations complexes, la structure, l'art, les activités artistiques, tout cela était considéré un peu comme une antinature, comme quelque chose qu'il fallait expliquer, non pas par les lois fondamentales de la mécanique, mais autrement, par un hasard. D'ailleurs, de nouveau, pour reciter Monod, parce que vraiment, ces points de vue sont admirablement exprimés dans Monod. Il disait, l'homme doit se sentir comme celui qui vient de gagner une grosse somme oui, c'est ça, à Monte-Carlo, n'est-ce pas, à Monte-Carlo, n'est-ce pas? Et alors, bien sûr qu'il se sent mal dans sa peau parce qu'il est là dans comme une erreur. Mais oui, n'est-ce pas? Il résulte, n'est-ce pas, d'une méprise presque, n'est-ce pas? D'un hasard, qu'il soit miraculeux, qu'il soit laïque, ça n'a pas d'importance, mais d'un hasard extraordinaire. Il n'est pas normal qu'il soit là. Ça. Il n'est pas statistiquement normal qu'il soit là. Or, là, il s'agit visiblement, non pas d'une interprétation, je pense, correcte de la science, mais plutôt d'une faiblesse de la science classique qui avait trop centré nos connaissances sur des situations trop simples. Et maintenant, nous voyons qu'en tout cas, des situations très complexes, je ne veux même pas parler de la vie, peuvent être engendrées par des situations non linéaires, suffisamment loin de l'équilibre, et j'ai l'impression qu'au moins ces difficultés, ou ce que je voudrais bien appeler ces faux problèmes, se posent moins. Nous pouvons passer du conceptant déplacement au conceptant irréversibilité, au conceptant histoire, et nous pouvons nous retrouver nous-mêmes dans l'image que nous formons de cette manière. Est-ce que dans une pensée comme celle de Heisenberg, par exemple, au moment où il a montré, avec son fameux principe d'indétermination, l'influence du mesurant sur le mesuré, est-ce qu'il n'y a pas déjà en germe cette idée que l'homme fait partie du jeu, en quelque sorte? Sûrement. Cette inquiétude est commune à toute la physique du XXe siècle. Parce que si vous prenez et la relativité, et la mécanique quantique, vous voyez que le problème de la mesure, au fond, de l'observation et du système de coordonnées, en quelque manière, est un problème central. Évidemment, il se présente autrement en relativité et en mécanique quantique, mais n'empêche que c'est là déjà une interrogation, parce qu'en fait, la mesure, c'est un peu l'interface entre l'homme et la nature. Et se poser ce problème de la mesure, n'est-ce pas, c'est déjà se poser le problème de l'intégration de l'homme. Ah oui, quand Einstein a évacué cette notion de référentiel absolu, intangible, éternel que nous avons un peu tous au cœur et que Kant avait d'ailleurs, il a en fait déboulonné, si j'ose dire, l'homme de sa position privilégiée. Sûrement, mais seulement Einstein avait encore, je dirais, une conception extrêmement idéalisée de la mesure. Et, n'est-ce pas, parce que lui pensait à la mesure à l'aide d'une horloge, n'est-ce pas, d'un mètre étalon. Tandis que je crois que celui qui a le plus insisté sur l'aspect irréversible de la mesure, sur le fait que la mesure nous force à changer notre concept du temps, c'est Niels Bohr. C'est Niels Bohr, c'est l'école de Copenhague, n'est-ce pas? On peut dire. Parce que Niels Bohr a, dès le point de départ, insisté sur le fait que la mesure constitue un élément de codification et, dès lors, se rapproche du second principe de la thermodynamique. Et on peut vraiment dire que, dès lors, le problème de l'irréversibilité se trouvait être porté au cœur
de la physique elle-même, Donc, n'est-ce pas? mesurer est une action temporelle, une action qui Temporelle. se situe dans un temps orienté. Et dans un temps orienté. Et c'est tout à fait naturel, parce qu'il faut, à un certain moment, qu'il y ait un appareil Bien macroscopique, sûr. n'est-ce pas, qui contient une information que nous appellerions, du point de vue thermodynamique, irréversible. Que ce soit une condensation de particules, que ce soit l'émission de lumière, mais de toute manière, il faut un élément irréversible. Ce n'est plus après Non, comme c'était avant. Non, exactement. Et dès lors, la mesure est justement le point central. Et alors, la constitution d'une physique qui comprend l'irréversibilité est aussi une constitution d'une physique qui inclut l'acte de la mesure. Oui. Et l'acte de la mesure, et alors, bien entendu, vous pouvez prendre différents points de vue. Vous pouvez dire, qu'est-ce qui est plus fondamental, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont ces situations simples dans lesquelles le temps n'intervient pas, comme le mouvement planétaire, et puis vous les compliquez, vous voyez apparaître le temps, et finalement des structures très complexes, ou bien au contraire, est-ce que c'est nous, avec le devenir, avec ces éléments qualitatifs, et est-ce que les situations telles que le mouvement planétaire ne sont que des simplifications, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, nous n'avons pas à faire le choix. C'est qu'il n'y a pas de niveau fondamental, il n'y a pas de niveau, n'est-ce pas, qui est celui que verrait quelqu'un d'extérieur. Parce qu'il n'y a personne Parce qu'il n'y a d'extérieur. personne, en tout cas. Donc au pour fond, nous le il n'y a dire. pas de bon bout par où prendre le Ah, problème. non. On peut le prendre Il par faut bon le bout. prendre dans Des deux son côtés à la caractère fois, ou- intégral, c'est cela. n'est-ce pas? Donc ce qu'il a de complet. Mais est-ce que des préoccupations de ce genre sont, excusez la naïveté ou l'impudence de ma question, sont vraiment de la physique? Est-ce que vous ne faites pas de la métaphysique? Mais je crois que cette question est tout à fait justifiée et dans une certaine mesure, je n'y vois aucun inconvénient, n'est-ce pas? Puisque je pense que nécessairement des conceptions nouvelles en physique ont des conséquences épistémologiques et vice-versa. Je crois que dans une certaine mesure, notre siècle sera peut-être un siècle de synthèse. Eh bien, il faut bien se représenter, bien entendu, très schématiquement, puisque nous pouvons entrer ici dans les détails, la situation historique. Le XVIIIe siècle a été vraiment sous l'influence, n'est-ce pas, on pourrait dire, sous la magie des découvertes newtoniennes. Et tout le problème a été de voir comment on pouvait appliquer dans d'autres domaines cette rationalité qui avait si admirablement réussi en mécanique. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple, qu'il y avait des grandes difficultés à l'étendre à la biologie ou à la sociologie. Et là, il faut vraiment relire l'œuvre de Diderot, n'est-ce pas? Et notamment cette charmante nouvelle qu'est le rêve de d'Alembert, n'est-ce pas? Vous voyez toutes les discussions qui ont eu lieu, n'est-ce pas? On s'est demandé déjà, mais comment faire? Comment alors reconnaître l'organisation biologique, n'est-ce pas? Et finalement, il a fallu renoncer à cette idée de vouloir tout rattacher à l'idéal newtonien. Alors le 19e siècle, c'est au fond, bon, le divorce fait, n'est-ce pas? La biologie, la mécanique, n'est-ce pas, se développent d'une manière tout à fait différente, n'est-ce pas, divergente. Les physiciens disent bien qu'expliquer, ça ramenait tout aux lois de la physique, mais en fait, il n'y avait aucun lien concret entre ces différents domaines. Alors le problème, c'est actuellement, un des grands problèmes en tout cas, c'est d'arriver à voir comment il est possible de les rattacher. Et je crois que là, les progrès de la biologie moléculaire et les progrès des mathématiques et de la physique théorique vont jouer un rôle essentiel. Et je reviens à votre question, est-ce que je suis physicien ou métaphysicien? Eh bien, évidemment, dans une certaine mesure, ce sont donc des préoccupations très générales qui nous englobent. Alors, à ce point de vue-là, il s'agit de métaphysique. D'un autre côté, dans la mesure où je fais des théories précises et des mathématiques précises pour discuter des situations précises, je fais de la physique. Mais comme vous je devez ne faire peux les pas- deux en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher Bien de entendu. voir les conséquences C'est générales que ces considérations, au fond, Auquel- impliquent. C'est cela. Mais est-ce que vous faites tout de même encore
de la vraie physique, si j'ose dire, en mettant des guillemets autour. Et pour poser ma question de manière un peu plus intelligente, est-ce que les considérations que vous venez d'évoquer pourraient éventuellement déboucher sur des solutions nouvelles à des problèmes strictement physiques? Je pense par exemple des problèmes de type cosmologique, ou peut-être une sorte de mise en ordre dans la faune des particules élémentaires. Je prends ces deux points-là. Il y a des problèmes bien plus simples, comme par exemple la description, n'est-ce pas, de réactions chimiques au-delà du seuil d'instabilité. Et bien au-delà du seuil d'instabilité, il y a des ondes, il y a des inhomogénéités, il y a des dimensions critiques. Et bien rien que déjà dénombrer et comprendre ces structures est déjà un grand travail. Un second grand travail dans lequel tout notre groupe est engagé, c'est le problème de l'irréversibilité. N'est-ce pas? Justement, le fait qu'il existe des structures dissipatives et que ces structures dissipatives sont liées à l'irréversibilité nous force à repenser le problème de l'irréversibilité, à mieux l'intégrer dans le domaine de la dynamique. Et dès lors, un effort considérable est fait dans le sens de l'étude de situations en dynamique de plus en plus compliquées, dans lesquelles nous pouvons maintenant clairement distinguer le point précis de rupture où le temps intervient en dynamique avec sa direction. Nous pouvons vraiment, c'est ça qui est très joli, je pense, c'est qu'il ne s'agit pas de distinction floue, de distinction qualitative, mais il s'agit vraiment de saut. Il y a un domaine de la dynamique où la direction du temps n'intervient pas, il y a un domaine de la dynamique à partir d'un degré minimum de complexité. Il y a un seuil entre les deux. Et de même qu'il y a un seuil d'instabilité où les structures dissipatives peuvent se dégager. Devant une grosse question comme celle qui agite certains de vos collègues, de s'y retrouver dans le nombre croissant, je crois, ou tout au moins très élevé, de particules fondamentales, est-ce que vous croyez que votre manière de voir pourrait arranger les choses? Eh bien là, je dois être très réservé parce que, quoi que ce soit une possibilité... C'est un espoir. C'est un espoir, je n'ai aucun argument concret à apporter. J'ai l'impression que la question centrale, c'est quel est le rôle que l'irréversibilité joue dans les particules élémentaires. Et dans les modèles actuellement proposés, est-ce qu'on se soucie de cela? Eh bien, très peu de cet élément-là. Au fond, l'irréversibilité est plutôt considérée comme un accident. Alors que pour vous, c'est une donnée fondamentale. C'est l'essentiel. Alors la question est un peu celle-ci. Pouvons-nous ramener la faune des particules élémentaires à des particules qui ont des billes moyennes infinies ou non? Ou est-ce que cet élément de fugacité est un élément essentiel? Mais je voudrais vraiment réserver ma réponse. Ce sont les prochaines années qui vont donner un début, en tout cas disons, de réponse à cette interrogation. Est-ce que cette manière de travailler que vous avez avec vos collègues, avec vos collaborateurs, est-ce que l'évolution de votre pensée a modifié l'homme, Ilya Prigogine? Est-ce que vous êtes autre chose que ce que vous étiez en commençant quant à vos convictions profondes? Est-ce que cette manière que vous avez de replacer l'homme dans la nature, d'en faire à la fois un peu et le juge et en même temps l'acteur, est-ce que vous retrouvez ça dans votre comportement quotidien? Évidemment, c'est très difficile de répondre à une question de ce genre. Il me semble que finalement, chacun de nous est préoccupé par quelques problèmes très généraux, par quelques attitudes aussi. Ainsi, j'ai l'impression que le développement scientifique que j'ai eu m'aide précisément un peu peut-être à avoir un sentiment de ce que peut être une unité, enfin, n'est-ce pas, dans quelque chose de plus vaste, n'est-ce pas? Donc, au fond, avoir une espèce je dirais peut-être de notion un peu plus précise, parce que le problème est infiniment plus complexe, de ce que peut être une autonomie, n'est-ce pas, une autonomie relative dans quelque chose de global, n'est-ce pas? Et finalement, c'est là un des problèmes auquel l'homme a toujours réfléchi. C'est en somme le problème sur lequel je crois que Platon revient le plus souvent, n'est-ce pas? Le problème de l'unique et du multiple, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que je le sens davantage, que je comprends un petit peu mieux comment cette construction de l'un et du multiple peut se faire à différents niveaux de la pensée. Et dans la vie quotidienne, comment le sentez-vous? Comment le vivez-vous? Que faites-vous quand vous ne faites pas de la physique?
Est-ce que ce que vous faites, c'est encore une manière de faire de la physique? Non. Quand vous faites de la musique, par exemple, Non, puisque vous êtes non, musicien. mais je crois que justement, faire de la musique, c'est d'être attentif au monde. C'est d'écouter. C'est justement être en communication. Alors, quand vous faites de la physique théorique, eh bien, il faut quelle est la plus grande joie d'un physicien et théoricien? C'est de trouver une formulation, d'obtenir que quelqu'un veuille bien vérifier cette formulation ou l'infirmer, soit à la machine à calculer, soit par des expériences réelles. Et puis alors la plus grande joie, c'est de voir une certaine correspondance. Donc je ne fais pas cette distinction dans une certaine mesure. Tout cela est une manière d'interaction, n'est-ce pas? Que ce soit la musique, que ce soit le roman par lequel nous communiquons avec la vie d'autres personnes, que ce soit l'activité artistique. J'ai l'impression que dans une certaine mesure, peut-être là, disons, la direction que j'ai prise m'aide à mieux comprendre l'activité artistique comme une activité naturelle, non pas s'opposant à la nature, mais s'intégrant à la nature, n'est-ce pas? Donc au fond, votre attitude, c'est peut-être une certaine manière de faire que l'homme se sente bien dans sa peau en ayant bien trouvé sa place dans l'univers. Mais là, je crois que non, n'est-ce pas, qu'ils se sentent, ce n'est pas, qu'ils prennent davantage conscience peut-être des vrais problèmes très complexes et qu'ils dépassent les oppositions trop simples qui depuis très longtemps ont un peu encombré l'histoire de la pensée. N'est-ce pas? Comme par exemple l'opposition matérialisme-spiritualisme, comme l'opposition entre vitalisme et réductionnisme. Eh bien, j'ai l'impression que toutes ces oppositions sont très artificielles. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres problèmes qui sont tellement plus complexes, qui commencent à poindre à l'horizon, en quelque manière. Quand vous pensez, nous vivons en société, mais que savons-nous du fonctionnement de la société? Presque rien, si ce n'est des mots qui correspondent à une certaine réalité, mais de manière extrêmement qualitative. Nous sommes tous sûrs que la vie en société correspond à des interactions hautement non linéaires, à des changements de phase. Il y a aussi des structures dissipatives dans la peut-être, société. je n'en sais rien, n'est-ce pas? Mais certainement des organisations très différentes. Alors comment ces organisations naissent-elles? Comment réagissent-elles avec l'individu, avec les unités qui le composent? Je crois que je ne crois pas du tout que à quoi j'ai participé, n'est-ce pas, et les travaux de notre groupe me conduisent à une situation de repos, à une situation de satisfaction. Mais je crois qu'au contraire, elles font quelque chose pour voir apparaître des nouveaux problèmes beaucoup plus compliqués. Quand vous pensez, par exemple, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, à l'histoire des sociétés d'insectes. Quand vous voyez ces sociétés qui, actuellement, comprennent jusqu'à 20 millions d'individus, eh bien, comment cela a-t-il pu évoluer? Quelles sont les interactions? Quelles sont les possibilités d'explication? Un de mes collaborateurs, en fait un jeune très brillant, s'occupe de l'application de ces équations non linéaires à la structure d'une termitière, n'est-ce pas, de ruches d'abeilles, etc. Et c'est très intéressant de voir comment cette régularité de structure, cette complexité, qui n'est pas du tout à l'échelle d'un insecte, peut malgré tout apparaître par l'interaction des insectes. Chaque insecte n'a aucunement la conscience, semble-t-il, de la termitière. Et malgré cela, par son action et par son interaction avec les autres, il peut construire une œuvre qui dépasse largement, au fond, son apport, on pourrait presque dire, individuel. Eh bien là, comment se poser des questions comme quelles sont les lois d'évolution de sociétés régies par des interactions assez complexes? Y a-t-il une limite à la complexité, une limite d'évolution? Tout ça sont des questions pour lesquelles nous aurons peut-être un langage un peu plus précis et un peu plus perfectionné. Je vous remercie.